Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la revue Paléo. Enfin! Oui, ça a mis du temps et vous allez voir qu'on va partir sur une nouvelle formule. C'est parti. Donc, la revue Paléo nouvelle formule, c'est déjà de la voix off. Ça me simplifie la tâche pour le tournage et le montage, ce qui fait que je pourrai sûrement sortir plus d'épisodes à l'avenir. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer. Pour cette revue Paléo numéro 4, je vous propose deux articles qui ont pour sujet mon groupe favori, les mammifères. Ce premier article n'est pas vraiment récent puisqu'il date de la fin de l'été 2019. Mais vous comprendrez plus tard pourquoi je tiens quand même à en parler ici. Pour cet article, nous allons du côté des primates, plus précisément chez les anthropoïdes. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'est un anthropoïde, une petite présentation de la classification des primates s'impose. Les primates sont un ordre de mammifères comprenant des formes diversifiées. Certains d'entre eux vous sont familiers, comme les lémuriens, les ouistiti, les gorilles, les chimpanzés, et n'oublions pas d'y inclure les humains, puisque oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous sommes des primates. Quoi ? D'ailleurs, une question que vous pouvez vous poser est quelle est la différence entre un primate et un singe ? Peut-être certains pensent que c'est la même chose. Eh bien non, il faut savoir qu'au sein des primates, on a une première grande séparation en deux sous-groupes. Il y a une vraie dichotomie là. Ouais, c'est pas faux. Ainsi, chez les primates, on a d'un côté les strepsirrhiniens, où l'on trouve les lémurs et les loris. De l'autre côté, on a les aplorhiniens, où l'on trouve tous les autres primates. Et oui, je sais ce que vous dites à ce stade, encore de nouveaux termes scientifiques, pas faciles à se rappeler. Désolé. Et parmi les primates aplorhiniens, on distingue d'un côté les tarsiers, de petits primates d'Asie du Sud-Est caractérisés par de gros yeux et des pieds très longs, et de l'autre côté, on trouve tous les autres primates connus qui forment un grand groupe appelé les sciimiformes, que l'on appelle aussi les anthropoïdes, que l'on appelle plus simplement les singes. Et pour la suite de la vidéo, j'emploierai plutôt le terme anthropoïde. Ces derniers sont donc un groupe de primates qui est lui-même divisé en deux autres sous-groupes. D'un côté, on a ce qu'on appelle les singes du Nouveau Monde, qui vivent en Amérique, et de l'autre, on a les singes de l'Ancien Monde, qui vivent en Eurasie et en Afrique. Donc voilà, ça, ce sont de vrais singes. Pas ça, pas ça. Gagné, perdu. Petite précision, les distinctions des divers groupes de primates se font principalement par des caractères du crâne et des dents. Mais pour ici, j'aurai pas le temps de m'y attarder. Depuis plusieurs décennies, les paléontologues cherchent à identifier l'origine des anthropoïdes. Un travail qui s'avère très difficile car les restes d'anthropoïdes fossiles sont rares et ils n'ont qu'une partie des caractères des anthropoïdes actuels, ce qui complique leur identification. Pendant longtemps, on pensait que les anthropoïdes avaient émergé sur le continent afro-arabique, où des fossiles avaient été découverts datant entre 39 et 32 millions d'années, c'est-à-dire à la fin de l'Éocène. Cependant, les dernières découvertes semblent plus désigner l'Asie comme origine des anthropoïdes. En effet, des fossiles d'anthropoïdes primitifs ont été découverts en Chine et en Birmanie, dans des localités datées entre 45 et 40 millions d'années, c'est-à-dire plutôt à l'Éocène moyen. Donc il semblerait que les anthropoïdes soient apparus en Asie, puis ils auraient ensuite migré sur les différents continents où ils sont présents maintenant, notamment l'Afrique et l'Amérique du Sud. Maintenant, pour en venir à notre article, durant des fouilles effectuées entre 2015 et 2017 en Birmanie, l'équipe du laboratoire de paléontologie de Poitiers, Palévoprime, a découvert les restes de ce qui s'est avéré être une nouvelle espèce d'anthropoïde baptisée Aseanpithecus myanmarensis. ASEAN faisant référence à l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, une union politique et économique de pays asiatiques. Pithecus signifiant singe et Myanmarensis fait référence au pays où il a été découvert, le Myanmar, le nom officiellement utilisé par l'ONU pour désigner la Birmanie. Le site où a été découvert Aseanpithecus est daté aux alentours de 40 millions d'années, donc toujours à l'Éocène moyen. Les restes trouvés sont vraiment partiels et sont composés d'un fragment de maxillaire, c'est-à-dire un os du crâne portant les dents supérieures de la mâchoire. Il y a aussi un fragment de mandibule et une molaire isolée. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Mais ces restes fragmentaires peuvent être riches en informations car, comme dit précédemment, les distinctions entre les différents primates
se font en grande partie par des caractères du crâne et des dents. Les paléontologues ont comparé ce matériel avec d'autres espèces fossiles d'anthropoïdes connues, que ce soit des espèces asiatiques, africaines ou d'Amérique du Sud. Il s'est avéré que la combinaison de caractères osseux et dentaires présents sur ce nouveau matériel ne correspond à aucune espèce connue. Notamment, les caractères dentaires de cette nouvelle espèce sont plus proches des fossiles africains plus dérivés entre guillemets que des fossiles asiatiques plus primitifs. Alors qu'au contraire, les caractères de la structure du crâne sont plus proches des fossiles asiatiques. En ce qui concerne la position phylogénétique de cette nouvelle espèce au sein des anthropoïdes, les restes fossiles étant très partiels, les analyses à ce niveau n'ont pas été évidentes. Les paléontologues ont procédé à plusieurs constructions d'arbres phylogénétiques en variant certains paramètres. Une tendance s'est dégagée montrant que Aseanpithecus est plus éloigné des formes basales connues en Asie et serait plus proche phylogénétiquement des formes trouvées sur le continent afro-arabique, qui sont elles-mêmes plus proches des formes actuelles. Par conséquent, la découverte de cette nouvelle espèce supporte la thèse de l'origine asiatique des anthropoïdes, et elle permet de suggérer que les migrations entre l'Asie et l'Afrique n'ont pas seulement concerné les anthropoïdes basaux, mais aussi des formes plus dérivées. Il y aurait eu plusieurs vagues de migration entre les deux continents à cette époque. Cela était déjà soupçonné pour d'autres groupes de mammifères originaires d'Asie, mais une des questions qui reste en suspens est qu'à l'époque, l'Eurasie et l'Afro-Arabie étaient séparés par un étroit océan, la Thétis. Donc comment ces animaux ont-ils pu passer d'un continent à un autre? Les hypothèses suggèrent soit le rôle de la microplaque iranienne, qui a servi d'intermédiaire entre les deux, soit une dispersion via des radeaux naturels formés par des débris de végétaux charriés par les fleuves. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cet article, eh bien je vous donne rendez-vous dans quelques jours où je publierai sur la chaîne un entretien que j'ai enregistré avec l'un des co-auteurs de cette découverte. En attendant, nous allons pouvoir passer au second article de cette revue. Vous êtes-vous déjà demandé qui, entre le castor et la taupe, avait un meilleur odorat? Tout le monde s'en fout. Dommage. En tout cas, l'étude à laquelle nous allons nous intéresser maintenant apporte une réponse. Alors, bien sûr, le but initial de celle-ci n'était pas de déterminer qui a le meilleur odorat entre nos deux amis à poil. Cette étude a en fait démontré que chez plusieurs petits mammifères amphibies, c'est-à-dire vivant partiellement dans l'eau, comme les castors ou les musaraignes d'eau, il y a une perte des capacités olfactives. Autrement dit, ces derniers ont un sens de l'odorat réduit par rapport à des mammifères terrestres équivalents. Il faut savoir qu'on sait que les mammifères aquatiques, comme les cétacés, les lamantins ou les phoques, ont des facultés olfactives réduites. Cependant, on en sait beaucoup moins en ce qui concerne les petits mammifères amphibies. Alors, comment les auteurs ont-ils procédé pour cette étude? Je vais vous montrer. Ils se sont intéressés à des structures osseuses présentes dans la cavité nasale de tous les mammifères, même nous. Elles ont une forme de rouleau et sont appelées les turbinaux. Mais pour la suite, on dira rouleau osseux, c'est plus facile à retenir. C'est cela, oui. On peut distinguer ces rouleaux en fonction de leur rôle. Certains de ces rouleaux osseux permettent de capter les odeurs et d'autres jouent un rôle dans la régulation thermique en réchauffant l'air entrant dans les poumons. Les chercheurs ont utilisé des scanners à rayons X pour pouvoir visualiser ces rouleaux. Vous pouvez voir ces différents types de rouleaux sur cette image, avec en jaune les rouleaux responsables de la captation des odeurs et en bleu les rouleaux servant pour la régulation thermique. L'étude s'est intéressée au scan de plusieurs espèces de petits mammifères, comprenant des espèces appartenant à l'ordre des rongeurs, mais aussi à l'ordre des Afrosoricida, qui comprend les tenrecs, et à l'ordre des Eulipotifla, où l'on trouve par exemple les hérissons. Alors autant les rongeurs, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais par contre les deux autres ordres, beaucoup moins. Donc pour mieux comprendre, reprenons notre classification des mammifères vue dans une précédente vidéo. Parmi les mammifères placentaires, c'est-à-dire ceux ne pondant pas d'œufs et donnant naissance à des petits complètement formés, on distingue 4 superordres. Vous avez les Afrotheria, les Xénartres, les Euarchontoglires et les Eurasiatheria. Pour plus de détails, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo qui apparaît dans les fiches. Les rongeurs sont classés dans le superordre des Euarchontoglires. Les Afrosoricida, qui comprennent les tenrecs et d'autres petits mammifères apparentés, sont classés parmi les Afrotheria. Et les Eulipotifla, qui comprennent entre autres les taupes et les hérissons, sont classés parmi les Eurasiatheria.
Donc oui, sachez que toutes les petites bêtes à poils courant dans nos jardins, comme les hérissons, certaines musaraignes ou les taupes, ne sont pas toutes des rongeurs. C'était vraiment très intéressant. Pour la suite de la vidéo, afin de ne pas vous embêter avec les termes Afrosoricida et Eulipotifla, je les désignerai respectivement par le groupe des tenrecs et le groupe des hérissons. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Pour en revenir à notre article, les scientifiques ont donc scanné l'intérieur du crâne de près de 200 espèces de petits mammifères, dont certaines ont un mode de vie amphibie. Ces scans leur ont permis de visualiser les différents types de rouleaux osseux de la cavité nasale de ces mammifères. Ils ont mesuré la surface des rouleaux osseux et les ont comparés dans l'échantillon pour voir s'il y avait des différences significatives entre les espèces strictement terrestres et les espèces amphibies. Pour que la comparaison soit pertinente, ils ont comparé des espèces ayant une relation de parenté proche. Ainsi, l'exemple que je vous ai donné au début de la vidéo, de comparer le castor et la taupe, n'est pas vraiment pertinent. Et donc oui, mon titre est un peu putaclic. Désolé. Le castor est un rongeur classé dans le superordre des Euarchontoglires, alors que la taupe est classée dans le même groupe que les hérissons, l'ordre des Laurasiatheria. Dans l'étude, le castor a été comparé avec une espèce de rongeur proche et la taupe a été comparée avec un membre amphibie de sa famille. Les résultats de cette étude montrent deux aspects. Chez les petits mammifères amphibies, la surface des rouleaux servant pour l'olfaction est significativement plus réduite que chez les espèces terrestres. Parallèlement à cela, les auteurs ont constaté que chez les petits mammifères amphibies, la surface des rouleaux servant à la régulation thermique a augmenté significativement par rapport aux espèces terrestres. Chose importante à noter, ces tendances se retrouvent aussi bien chez les rongeurs que chez les membres du groupe des tenrecs ou des hérissons. On a donc des caractères identiques apparaissant de manière indépendante chez des groupes non directement apparentés d'un point de vue phylogénétique. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle une convergence évolutive. Et à en croire les données phylogénétiques, cette convergence se serait reproduite 17 fois dans l'échantillon étudié, ce qui est assez exceptionnel. Les résultats de cette étude montrent donc que le passage à un mode de vie amphibie chez les petits mammifères peut entraîner des modifications morpho-anatomiques importantes chez ces derniers. Mais comment expliquer ces changements ? Tout d'abord, la réduction des rouleaux osseux servant pour l'olfaction serait due à une contrainte mécanique. L'olfaction n'est possible que dans l'air en inspirant une molécule volatile. Processus plus compliqué dans l'eau, mais pas impossible. Les espèces amphibies utilisent d'autres sens pour détecter les proies dans l'eau, comme le toucher, en utilisant les fameuses vibrisses. Quant à l'augmentation de la surface des rouleaux servant à la régulation thermique, elle s'expliquerait par le fait que l'eau soit un milieu où les animaux vont avoir tendance à perdre plus rapidement leur chaleur que dans l'air. On dit que l'eau est un milieu avec une inertie thermique plus forte. Attention, je ne dis pas que les petits mammifères amphibies respirent de l'eau, mais du fait de vivre partiellement dans l'eau, ils ont besoin de se réchauffer plus que les espèces strictement terrestres. En tout cas maintenant, vous savez ce qui se passe quand on trempe une souris dans l'eau. Et c'est sur cette révélation que se termine cette revue Paléo. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère que cette nouvelle formule vous plaît, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et si vous voulez contribuer à soutenir mon travail, vous pouvez regarder gratuitement une pub sur Utip ou vous pouvez également me faire un don sur Tipeee ou sur la plateforme Tacotac. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus.